Vous écoutez Radio Air Libre 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Vous pouvez nous écouter en formant également le www.radioairlibre.be si vous n'habitez pas à Bruxelles. Et ceci donc dans le monde entier. Face aux béni oui-oui, aux gagnants et à ceux qui, lors de leur accession au pontificat, s'autoproclament bien dits, les maudits voudraient redonner la parole et la vie aux opprimés, aux persécutés, aux oubliés, mais aussi aux marginaux, aux mécréants et enfin surtout aux révoltés dans l'histoire. Comprendre le monde d'aujourd'hui et construire la société de demain au départ de l'analyse des luttes du passé et de l'intelligence d'œuvres littéraires et philosophiques, telles sont les voies empruntées dans cette série d'émissions pour participer à l'émancipation du genre humain. On parlera d'un événement auquel moi j'ai assisté pour la première fois à Bruxelles, en tout cas hier, mais dont des participants ici même présents parleront des antécédents et nous expliquerons que ce mouvement à Bruxelles, si j'ai bien compris, remonte en tout cas à une semaine. Il s'agit d'une part de Pierre, ensuite d'Edipo, Clara et enfin Médée. Voilà. Vous comprendrez qu'il y a peut-être des noms d'emprunt, mais enfin chacun est libre à Radio Air Libre de se présenter comme il le souhaite. Ne vous en faites pas, il ne s'agit pas d'une tragédie grecque. On peut espérer qu'il n'y aura pas de mort d'ici la fin de l'émission, même si certains n'attendent que cela peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes ici à huis clos, nous sommes à 7 dans une toute petite pièce. J'espère que le sang ne va pas gicler d'ici la fin de l'émission, et j'espère que ce huis clos ne sera pas le huis clos de Sartre, dans lequel vous savez qu'il y a la phrase célèbre « L'enfer, c'est les autres ». Par rapport à ce que vous disiez, la question, la remise en cause du système, on voit que chez vous, on est encore dans une situation très pénible, comme on a révoqué le 19e siècle, mais maintenant, dans la société européenne, on est dans une situation où, bien sûr, on ne va pas retourner là, mais où les conditions sociales vont de pire en pire. Voilà. Donc, il y a une sorte de connexion possible. Voilà. Et je voulais... Ce serait intéressant maintenant que tu nous expliques un petit peu l'origine du mouvement dont nous voyons maintenant, en tout cas, un élément qui fait partie d'un grand puzzle qu'on peut espérer mondial, en tout cas qui est en train de se mettre en place, en tout cas au moins dans le sud de l'Europe pour l'instant, c'est-à-dire en Espagne principalement, mais enfin on connaît les événements de Grèce, du Portugal, d'Irlande également. Et Islande aussi, voilà. Ce serait intéressant maintenant que tu replaces tout ça dans son contexte historique. Vas-y. Il faut contextualiser tout. On peut dire que beaucoup de choses naissent dans la suite des événements de la crise économique financière de 2008, dont on a déjà beaucoup entendu parler. Et voilà, un des premiers pays dans l'Europe à se révolter, c'était la Grèce. Finalement, la Grèce se révolte. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, il y a eu des élections. Les partis socialistes, un parti assez fort, c'est d'une gauche d'une longue tradition de gauche des partis socialistes grecs. Et il prend le pouvoir et se retrouve dans une situation économique assez difficile. Et donc, il y a des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs du Parlement, des pouvoirs démocratiquement élus, qui doivent. Donc, il y a les institutions comme la Banque mondiale, il y a les institutions comme le FMI, la Banque centrale européenne, qui exigent des réformes économiques, des plans structurels, des réformes structurelles, que ça signifie des coupes à tous les services sociaux, pour éviter la faillite du pays. Voilà. Et à côté de ça, alors, il se déclenche un premier mouvement de réaction à la crise. En Europe, c'est la première, et c'est massif, mais les Grecs sont seuls.
il n'y a pas d'autres grands mouvements qui se déclenchent en Europe parce que c'est pas encore évident dans les autres pays. La crise économique n'est pas encore arrivée dans tous les pays. Bon, après ça, pour aller un peu plus vite, il y a eu dernièrement un grand mouvement qui est parti qui est parti en Tunisie à cause d'une marchande ambulante qui s'est brûlée parce qu'il n'arrivait pas à gagner sa vie. Il n'avait pas moyen, il s'est brûlé, et après ça, toute une suite d'événements ont déclenché une révolution dans plein de pays arabes, l'Égypte, la Tunisie, la Libye encore, il y a une guerre, voilà. Et tout ça, c'est toujours lié, c'est pas que des dictatures, le problème de la dictature, tout ça à l'origine de questions sociales. Les gens descendent dans la rue, c'est pas que pour les dictateurs, parce qu'il y a eu un dictateur depuis 20 ans, mais quand le ventre est vide, on va dans les rues. Et pourquoi le ventre est vide? Parce qu'il y a eu au Maghreb des politiques de privatisation massives des compartiments de la société, et donc de moins en moins de protection sociale, de moins en moins de services pour les gens. Voilà. Et dernière, il y a eu une révolte démocratique en Islande. Là, l'Islande, elle était aussi en faillite. Et voilà, là, le gouvernement demandait au peuple, là, c'était une situation assez étrange, le gouvernement qui demande de faire un référendum si le peuple islandais veut payer la dette des banques islandaises, donc l'État va payer la dette des banques islandaises, et ben là, le peuple islandais dit, 92% a dit non. On va pas payer la dette des banques islandaises ou des banques anglaises, voilà, donc on s'oppose à ça, le gouvernement tombe, il démissionne, il se constitue une assemblée qui réforme la Constitution, et voilà, ça c'est notre expérience qui est dans la même ligne. C'est un mouvement d'indignation par rapport au pouvoir des banques, au pouvoir des grosses institutions qui ne sont pas du tout démocratiques, des institutions qui s'autoproclament les gérants du monde. Il y a des sociétés d'évaluation des États qui disent qu'un État vale autant, un autre vale plus, un autre vale moins. Et ça, après, a des conséquences très réelles dans la vie de chacun. Voilà. Dernière. Oui, vas-y, et puis je te poserai une question. Dernière arrivée dans la liste, l'Espagne. Là, la situation, voilà, il y a aussi une situation de crise, de chômage qui monte de plus en plus. Il y a la crise immobilière qui éclate. Voilà, là aussi, un parti socialiste, Zapatero, bien vu, quand c'était quelqu'un de vraiment populaire quand il était élu. Pendant un bon moment, il était très populaire. Je ne sais pas les politiques exactement pas espagnoles, mais en tout cas, et après, il a adopté il a dû, toujours sous la pression des institutions de la Banque Centrale Européenne, des FMI, institutions macroéconomiques, il a dû faire des politiques antisociales, il a dû couper tout service social qui est après la caméra espagnole pourra expliquer mieux la situation spécifique de l'Espagne. Voilà. Mais voilà, faire un plan d'austérité, comme maintenant on l'appelle, un plan d'austérité. Pourquoi? Pour résoudre une crise qui n'était pas faite par les gens qui vont les payer. Alors, ils ne seront pas les enseignants, les travailleurs, ils ne seront pas les étudiants qui n'auront pas de futur après, ils ne seront pas le peuple dans sa complexité à payer des spéculations faites par une centaine de spéculateurs de la bourse qui jouent avec le futur de l'argent. Et voilà, donc le peuple descend dans la rue, une semaine avant les élections, il descend dans la rue indigné de tout ce qui se passe, parce qu'on ne croit plus dans le système. Le système est foutu, est mal foutu. C'est évident, c'est pas une belle histoire, c'est pas des idéologies, ce ne sont pas des militants qui prophètent, qui disent « Ah, le système, ça ne va pas ». Le système ne marche plus, il est clairement évident. Tous les peuples descendent dans la rue, il y a donc l'occupation des places. Ça, c'est une chose nouvelle, probablement. C'est ce qui nous apporte plus du mouvement espagnol, c'est l'idée de rester dans la place, dans le quartier, et créer tous ensemble une alternative. Remettre en cause l'idée, reprendre la parole que peut-être nous, on a oublié. Depuis un bon moment, depuis 40 ans, peut-être depuis le mai 68, on a oublié qu'on a
on a la parole. La parole est un outil pour changer les choses. Il faut que le peuple reprenne la place, sa place, discute et agisse ensemble avec une seule voix. Voilà. Je voudrais te poser, avant de donner la parole à Clara, qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe en Espagne, compléter en tout cas au moins ce que tu dis, je voudrais que tu, puisque tu es d'origine italienne, nous expliquer un petit peu comment tout cela est vécu en Italie, parce qu'on parle quand même souvent de l'Italie, de Berlusconi, de la corruption, du fait que les institutions ne fonctionnent pas toujours comme elles devraient, qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, et on dit parfois que le judiciaire. Donc j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots, hein, quelques mots, parce que c'est bien de parler l'Espagne. Clara va nous en parler puisqu'elle est espagnole, mais j'aimerais bien que tu dises quelques mots, sans être trop long, hein, parce que bon, il y aura évidemment pour une émission, je veux bien te réinviter pour parler de l'Italie d'ailleurs, hein. On en reparlera une autre fois. Mais je te demande, oui, sans problème, je te réinviterai volontiers, mais je voudrais que tu, par rapport au mouvement dont il est question maintenant, par rapport à cette indignation, quel est le pouls de l'opinion, la température de l'opinion en Italie dans le cadre de cette indignation, parce qu'on a quand même vu des manifestations en Italie aussi depuis quelques mois. Oui, bon, la situation italienne est toujours exceptionnelle, hors de l'ordinaire. Vas-y, voilà. vas-y. C'est vrai qu'il y a eu... nous, on a dessus une dictature, mais on ne peut pas le dire parce qu'on est en Europe. En Europe, il n'y a pas de dictature. Mais nous, on a notre dictateur, et donc on ne sait pas pourquoi il n'y a pas encore eu. Parce que l'homme le plus riche est Premier ministre, c'est ça. Et pas seulement ça. Oui, mais c'est important parce qu'il possède les médias quand même. Et les médias jouent un rôle. Il possède tout. Oui, mais le fait de posséder les médias, c'est essentiel pour contrôler les esprits quand même. Hein, on ne peut pas le nier. Et voilà, hein. Ça c'est peut-être un des problèmes pour lesquels l'Italie ne se révolte pas. Pas encore, au moins. Et évidemment, il y a eu des mouvements d'indignation. Pas maintenant. Il y a eu un mouvement qui était mené par un comique, un comicien, quelqu'un qui fait de la satire, qui s'appelle Beppe Grillo. Ben lui, c'est le fameux film là, donc non, parce qu'il y a eu un film aussi sur Berlusconi qui était un film satirique. Non, ça c'est autre chose. Beppe Grillo, lui, il est quelqu'un qui a réussi à motiver une vaste partie de la population italienne à une sorte de mouvement d'indignation, mais là, il restait très dans la société civile. On n'a pas déclenché à aller dans la rue. Il est arrivé à constituer des listes électorales qui sont des listes qui ne sont pas corrompues. Il n'y a pas des gens qui ont été inquiétés pour des corruptions. Donc des choses tout à fait normales dans une vie politique normale. Mais donc, chez nous, on sent l'exigence de dire qu'on a des listes où les gens ne sont pas allés à la prison pour d'autres situations. Voilà. Ça, c'était un événement qui s'est passé il y a quelques années. Et maintenant, ça est devenu un parti politique, une sorte de parti politique de la société civile qui a eu de la place dans certaines communes, dans certains... Et comment vois-tu les choses, la place que l'opinion publique italienne pourrait prendre par rapport à ce qui est en train de se placer ailleurs, c'est ça, pour en fait en Italie, participer à la mayonnaise, si je puis dire. Oui. En Italie, je crois qu'il faut une étincelle. Il faut qu'une étincelle. Il faut? J'ai pas compris. Un étincelle. Ah, une étincelle, oui, d'accord, oui. Parce que, enfin, il y a la situation pareille à l'Espagne. Il y a un taux de corruption énorme, un taux de chômage énorme, une des pires lois sur le travail, sur la précarité, c'est devenu une impossibilité de la vie. C'est tout terrible. Voilà, et donc il faut vraiment. Mais la différence, c'est qu'en Italie, par rapport à l'Espagne, on n'a pas eu un développement et une chute de haut. On a eu toujours une pendance continue jusqu'au bas. Donc on est au fond, mais on y allait très doucement. Donc on n'a pas eu la chute qui nous frappe. Mais quand même on est au fond. Donc peut-être qu'avec l'étincelle espagnole et grecque qui se déclenche, on va faire la révolution aussi chez nous. Mais... Donc on compte sur toi pour
participer en tout cas à le développer. au mouvement. D'ici, je peux mettre des posts sur Facebook avec mes amis, mais maintenant j'habite ici, je suis un peu échappé, je suis comme dans les films Tous les soleils, je suis un exilé politique, recherche de compréhension en Belgique. Je propose maintenant peut-être de donner la parole à Clara pour peut-être développer ce qui a été dit par Edipo sur l'Espagne. Première, j'aimerais compléter un peu en parlant de ça que plus ou moins les Européens sont ici et aussi qui touche aussi à l'Afrique, c'est la question de la crise financière qui a commencé, il fait déjà, je sais pas, 2008. Oui, septembre 2008. Aux États-Unis et qui ont mis tous les pays dépendants des États-Unis dans une série de problèmes économiques que voilà, je sais pas. Oui, mais vas-y. Et donc, par rapport à l'Espagne précisément, donc l'Espagne en fait, elle est prise dans un mouvement global. C'est ça que tu voulais dire, ou autre chose? Oui. Je ne veux pas. Oui, je veux dire déformer ta pensée. C'est un problème aussi qui touche à toute l'Europe, mais qui touche aussi à les pays qui ont un gouvernement plus faible, parce que c'est là où ils ont mis les mesures plus fortes. Ça parle de la Grèce, ça parle aussi des pays arabes et les pays méditerranéens. Donc, les pays Italie, France, où il y a des gouvernements fascistes, parce que pour moi c'est fasciste, ils ne peuvent pas mettre des mesures comme on mis dans notre pays. Ils sont aussi dans la merde, mais leur peuple est complémenté. Parce que là... Et que j'ai pas compris, est complémenté? Complètement... Complètement? Il ne peut pas parler. En pas Espagne? de moyens. Non, ah je non, parle en France et en Italie. En France et en Italie, oui. Mettre un peu sur place comme ça passe la situation en Europe. Oui. Et aussi, il faut dénoncer que ça vient des États-Unis, ça vient aussi de l'Allemagne, parce qu'il y a un projet qui a beaucoup à voir avec la Merkel, avec Deutsche Bank, et qui réagit à tous les banques européennes, qui sont aussi en relation avec les banques des États-Unis, ou la Banque mondiale, l'FMI. Puis, en Espagne, ce qui se passait maintenant, c'est que on a eu une série d'informations à partir des réseaux sociaux, à partir des moyens de communication qui ont relation avec les partis politiques, parce que, évidemment, les moyens de communication publics sont complètement achetés pour les partis plus forts de l'Espagne et aussi de le reste de l'Europe. En Espagne, on a un système bipartidiste où il y a que des partis, le PP et le PSOE, ils disent qu'ils sont de gauche et de droite, mais sont la même chose, parce qu'ils servent aux mêmes personnes, aux mêmes différentes entités bancaires, mais à une minorité, pas à la population. Donc, ce qui s'est passé maintenant en Espagne, c'est que le gouvernement de gauche a perdu complètement sa crédibilité. L'agent, le 15 de mai, il y a eu une grande manifestation convoquée dans toutes les petites villes, dans toutes les villes de l'Espagne, qui s'est convoquée à partir des réseaux sociaux, à partir d'une organisation qui s'appelle Democracia Real Ya, que l'on traduit par quoi en français? Démocratie. Par une vraie démocratie. Pour une vraie démocratie. Pour une vraie démocratie. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Oui, qui fait un appel au peuple, à tous les secteurs de la population qui sont affectés pour les mesures qu'ils vont nous mettre en Espagne, de sortir à la rue, prendre la parole et crier, ça qu'on veut dire, s'organiser. À partir de là, de la manifestation le 15 mai, ils ont établi différents campements dans presque toutes les villes de l'Espagne,
Les plus grands, c'était dans les capitales. Bon, à Madrid et Barcelone. Oui, oui. Où il est arrivé à 25 000 personnes à camper dans la place de Catalunya, Et alors à la Puerta del Sol aussi. Et à la Puerta del Sol. Et le truc, c'est que c'est pas seulement des accampements. C'est des assemblées populaires où tout le monde a la parole, où ils ont développé un manifeste ou un programme qui essaye de représenter les intérêts des 90% de la population, qui vient de dire possible solution à la crise en Espagne et possible solution à tous les problèmes qu'on a. Une petite question que je voudrais poser. Est-ce que, parce que ici je crois qu'il y aura certainement des avis divergents, d'après ce que j'ai pu sentir avant l'émission, est-ce que ce qui est décidé dans les assemblées générales, que ce soit sur le plan économique, social ou autre, est-ce que ça se fait toujours dans un cadre parlementaire ou bien on estime qu'il faut tout reconstruire à partir de zéro? Et puis je donnerai la parole à d'autres parce que je sais que tout le monde n'a pas tout à fait la même opinion à ce sujet-là. Mais parce que j'ai lu le document que Carmen m'a passé hier, des décisions qui avaient été prises, je crois que c'était à la Puerta del Sol, enfin un document avec 25 revendications. Ça s'inscrit, d'après ce que j'ai pu lire, dans un cadre politique traditionnel. C'est revendicatif, mais ça reste dans un cadre traditionnel. C'est-à-dire que c'est pas un système où on remet en question le système. On remet en question, je veux dire, le cadre. On ne remet pas en question le cadre, on remet en question le contenu. Il m'a semblé, d'après ce que j'ai pu lire, le contenant, on ne me remet pas en question. Je veux dire le cadre. Je veux dire le cadre politique. On estime qu'il faut complètement changer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille, mais on ne remet pas en question la bouteille, si je peux dire. D'après ce que j'ai pu lire. Parce qu'on dit, d'après ce que j'ai pu lire, hein, vas-y. La question pour moi, parce que ça c'est aussi un combat qu'il faut avoir dans les assemblées. Il faut l'avoir là, il faut l'avoir ici, toujours. Parce que, comme tu dis, il ne faut pas tomber dans une question réformiste. Mais il faut développer une alternative à la crise en Espagne. Ça, c'est le but. Et comment on va faire ça? Il faut le discuter. Mais par exemple, en Islande, ils ont dit on ne paye pas la dette de la banque. L'agent est sorti à la rue, a fait un référendum pour dire on ne paye pas une dette privée avec notre sou. Et c'est ça qui a développé les mouvements révolutionnaires démocratiques. Oui. Donc, la base, c'est quand même une démocratie directe, c'est la population qui décide, oui. Et on estime que la démocratie indirecte représentative ne fonctionne pas parce que les représentants, entre guillemets, du peuple, les députés, les sénateurs ou autres, en fait, sont tellement attachés à des intérêts des puissants, des milieux d'argent, etc., qu'en fait, ils sont complètement coupés des volontés de la population, si je comprends bien, et que le pouvoir, on doit le retrouver dans ce qu'à Athènes on appelle l'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée où tout le peuple, hein, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, et que finalement la démocratie représentative corrompt complètement le sens de la notion de démocratie elle-même. J'essaie de reprendre avec des termes plus classiques ce que tu dis. Ou est-ce que j'ai cru comprendre dans le tract, c'est vrai que j'ai lu en n'ayant pas participé à toutes les assemblées préalablement, hein, c'est ça. J'aimerais bien peut-être, tu vas réintervenir quand tu veux, hein, sauf si tu as encore des choses essentielles à dire, et tu en auras certainement. Parce que je sais que Pierre et Médée ont certainement des choses à dire. Médée voudrait intervenir maintenant, mais Pierre aura la parole d'ici quelques instants. Alors Médée. Je te laisse la parole tout de suite, mais non, c'est juste parce que j'apprécierais qu'ici, effectivement, on parle de ce qui se passe ici et maintenant, et qu'on a sans doute des heures pour discuter, mais cette émission n'en durera pas des heures. Non. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de ce qui se passe ici à Bruxelles, et pas qu'on s'étende sur l'Espagne, la Grèce, parce que tout ça, je veux dire, je crois que tout le monde, s'il cherche des informations, il les trouve, et que ce qu'on a à construire maintenant, c'est pas une leçon d'histoire ou une leçon d'économie ou une leçon effectivement d'économie politique. C'est qu'est-ce que nous, les gens d'ici, on a à faire ici et maintenant. Oui, et qu'est-ce que... Vas-y. Mais non,
Mais ce serait intéressant que d'avoir ton opinion, ça nous intéresse vraiment, ça nous intéresse. Donc vas-y. Vas-y, parce que j'ai vu que tu as pris beaucoup de notes et tu as certainement plein d'idées à nous transmettre et je crois que ça peut alimenter le débat auprès des auditeurs parce que je crois qu'ils doivent avoir des points de vue très différents. Donc vas-y. Donc pourquoi est-ce que moi je me retrouve au carré de Moscou? Ça n'a rien à voir avec la crise, parce que moi la crise, elle m'a pas touchée. Pour moi, elle est juste symptomatique d'un système pourri. Elle m'a pas du tout changé la vie. Je suis pas ici à cause de l'Espagne, parce que l'Espagne se révolte, pour moi, c'est aussi quelque chose de naturel, et je suis solidaire de toutes les formes de révolte, ici, maintenant, depuis toujours. Et donc, pour moi, l'Espagne, si ça peut donner des idées, c'est chouette, mais je ne soutiens pas l'Espagne, je suis ici et maintenant, avec les gens qui sont ici et maintenant. Je suis pas là pour un capitalisme propre ou pour travailler moins, je suis là parce que je pense... que je veux qu'on se réapproprie nos vies, nos corps et nos esprits. Et du coup, je suis pas là non plus pour parler ni de politique, ni d'histoire, ni de créer un système qui soit plus juste. Je pense que tout le pouvoir, pour moi, il est pas à acquérir, il est à détruire. Et je crois que ce qu'on essaye de faire, en tout cas moi, pourquoi je suis en ce moment sur le campement à Bruxelles, pourquoi je suis venue, c'est pas pour réformer, c'est parce que je crois à la rencontre. Et je crois que si on veut pouvoir changer le monde, il va falloir être capable de tout remettre en question. Mais tout depuis le début, à savoir... Enfin voilà, détruire toutes les prisons, qu'elles soient physiques ou mentales, et d'abord celles qu'on a dans nos têtes. Et que la manière dont se passent les assemblées générales, la manière dont on est capable ou pas de s'exprimer en public, dont on est capable de remettre en question tous nos systèmes de valeurs morales, et la question du travail, par exemple. La question de l'honnêteté qu'on doit à son travail, la question de la responsabilité civile, la question d'un mouvement citoyen, pour moi, tous ces trucs-là. Posons-nous vraiment les questions de qu'est-ce qui signifie et mettons-nous d'accord si on en veut toujours. Il y a un communiqué qui a été écrit à grande peine hier sur le campement. C'était un bel exercice de démocratie, mais très fatigant. Et à Liège, ils en ont fait un aussi. Je vais pas le lire en entier, mais il y a des passages qui me touchent et dont je me revendique. Vraiment, c'est rare, mais là, je peux me revendiquer des bouts de ce texte. Par exemple... Nous nous déclarons en sécession avec toute forme de gouvernement qui prétend représenter le peuple, parler en son nom, défendre ses intérêts ou qui confisque son pouvoir purement et simplement. En conséquence, nous ne reconnaissons plus aucun pouvoir aux institutions que nous n'aurons pas créées nous-mêmes. C'est exactement ça que j'ai envie de dire en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de mettre un autre liquide dans le contenant. Je veux plus de contenant parce que je crois que toutes ces formes-là de système, elles nous empêchent de vivre, de créer, de nous rencontrer, d'être nouveaux, de rester éternellement des enfants et qu'on grandit dans des conditions désastreuses. Et que pour moi, ce qui est important, effectivement, c'est pas d'avoir à bouffer. Tu disais les gens descendent dans la rue parce qu'ils ont le ventre vide, mais c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient le ventre vide et qui étaient nourris d'une force beaucoup plus grande. Et je vois des gens qui ont tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils veulent. Et autour de nous, c'est ça l'Europe, quoi. Dire oui, ici on a des frigos pleins, mais putain, qu'est-ce qu'on a la tête vide et qu'est-ce qu'on est malheureux, quoi. Donc voilà, là on se retrouve à camper sur une place, à vivre comme des clochards. Et qu'est-ce qu'on est heureux, putain, de dormir par terre sur les pavés, d'avoir l'impression de faire un truc super romantique et ouais, parce que là on retrouve l'essence de l'existence, quoi. Donc pour moi, je suis contre à tout prix ce truc de on n'a pas à gagner correctement notre vie, on n'a pas à gagner notre vie, elle nous appartient déjà. La question, c'est comment on a envie de l'employer. Et voilà, pour moi, les vraies questions qu'on a à se poser, elles sont là. T'es qui, toi Je suis qui, moi Et qu'est-ce qu'on a à vivre ensemble, quoi. Est-ce que ce genre de réflexion comme celle que tu viens de faire, est-ce que ça c'est évoqué en Assemblée Générale? Parce que moi, je ne suis pas... c'est seulement hier que j'ai découvert ce qui se passait, donc voilà, place Marie Janson, donc que tout le monde appelle le carré de Moscou, c'est très bien d'ailleurs. Mais moi ça me dérange, le carré de Moscou, ça bon. Donc je préfère dire non mais voilà, ça me gêne un petit peu. Je préfère dire la place Janson parce que c'est le don de la place tout simplement. Voilà. Mais on l'a rappelé, on l'a renommée cette place d'ailleurs. Hein. Et on l'appelle comment? La place de la Révolution. Ah mais je préfère de loin. Je préfère de loin. Elle est rebaptisée hier, c'est une date historique à Saint-Gilles. Tout à fait. Mais vous avez mis des panneaux aux quatre coins, ça vaudrait la peine. On en a mis pour déjà que ça se répande, pour que ça se répande. On en a mis déjà une, mais comme on fait toujours, après ce sont les services de la commune qui vont mettre les plaques partout où il faut, bien sûr. Voilà, mais non, mais ça vaudrait la peine que nous les mettions nous-mêmes. On peut rebaptiser les noms des rues, finalement, si ça nous plaît, pourquoi pas. Hein?
avec des traductions dans 2 ou 3 langues, hein. Plaza de la Révolution et tout ce que vous voulez, hein, bon. Oui, non, mais tout à fait, en italien. Et voilà, ma question c'était, est-ce que en assemblée générale, est-ce que ça va dans ce sens-là, ou est-ce que, puisqu'il y a plusieurs orientations qui d'ailleurs ne sont pas contradictoires du tout, d'après ce que j'entends chez les uns et chez les autres, il y en a peut-être certains qui sont plus réalistes entre guillemets, minimalistes, tandis que toi tu es maximaliste, dans ce que j'entends ici, mais les autres sont peut-être aussi maximalistes. J'ai pas encore entendu tout le monde d'ailleurs. Alors non, Edipo, vas-y. Eh bien, dans mon intervention, voilà, moi, j'ai pas parlé de moi, j'ai fait une analyse un peu historique pour contextualiser. C'est pas pourquoi je suis là. Et quand j'ai parlé du ventre vide, voilà, moi, j'ai étudié l'histoire, et je sais pas, je crois quand même que la question matérielle, au niveau massif, a son importance. C'est pas la seule, mais moi, je crois qu'il faut le reconnaître quand même, que nous, Européennes, bien nourries, des fois aussi, on a lu beaucoup de bouquins, on a aussi on a la tête trop bourrée des fois, voilà. Ça c'est une parenthèse. Moi, je me reconnais bien dans tout ce que dit Medea et dans son charge magique. Et voilà, mais moi, évidemment, je crois qu'il faut changer les contenants. C'est ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut être en même temps utopiste et réaliste, les deux ensemble, parce qu'il faut donner aux autres aussi, ensemble, mais il faut être capable, ensemble, et trouver un autre contenant. Moi, je ne dirais pas anarchiste, parce que peut-être je ne sais pas, je ne suis pas anarchiste, mais j'ai pas dit que j'étais anarchiste, hein. Non, évidemment, oui. En tout cas, moi j'ai dit, il faut trouver une autre forme de vie, une autre forme d'être ensemble, une autre forme de s'associer. Mais il faut la trouver. C'est pas qu'il faut changer le système, mais il faut changer le système pour en trouver un autre qui nous plaît. Il y aura toujours un autre système. Il y aura toujours dans la dynamique de la lutte. Quand on aura trouvé un autre système qui pour nous, quand on lutte aujourd'hui contre le système ancien, eh bien, nous on trouve un autre qui est bien, qui ça nous plaît. Mais nos fils, nos générations futures vont trouver un autre encore qui sera meilleur, au pire. Mais il faut changer. Mais je crois que pour gagner une lutte générale, il faut élaborer ensemble une autre forme. Et une forme, il faut la trouver. C'est pas être sans forme pour être sans forme pour être sans forme. C'est ça peut-être le point où on se divise les deux. Mais, si je veux juste finir, ensuite je te laisse la parole, je veux pas du tout monopoliser le débat là-dessus, mais je m'oppose complètement à cette analyse qui dit que c'est de l'utopie. Tout simplement parce que pour moi c'est une histoire de choix. À partir du moment où on accepte qu'on a le choix et jusqu'à quel point on peut remettre les choses en question, on peut habiter en squat et refuser de payer des loyers. On peut décider qu'on préfère voler. Je parle pas voler aux gens, je parle voler aux entreprises parce que c'est eux les premiers voleurs d'après moi. On peut décider de voler les banques parce qu'elles nous volent. On peut décider qu'on refuse le pouvoir. Il y a 1 milliard de façons de vivre qui sont des choix et qui font que les possibilités de rencontres que j'énonce, elles ne sont pas dans l'utopie. Moi, je la vis au jour le jour, cette création-là. Et elle me donne une force incroyable et je vous assure que c'est pas un rêve. Et au fond, en assemblée générale, bien que ce soit, comment dirais-je, du libre arbitre de chacun, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, mais puisque dans ces assemblées générales, on vote, si j'ai bien compris, on prend des décisions, hein ? On prend des décisions. Ou, enfin, quand je dis voter, c'est peut-être pas voter comme on vote traditionnellement, mais enfin, il y a quand même un consensus. Une sorte de consensus, voilà. Si on ne trouve pas un consensus, on aborde un autre sujet. On essaye d'élaborer mieux oui. Où il n'y a pas de consensus, et on se retrouve d'accord sur un autre sujet. Et au fond, les propositions, enfin, c'est pas des propositions que tu fais, tu exprimes presque un art de vivre, si j'ai bien compris, hein.
Voilà, c'est un art de vivre. Est-ce que cet art de vivre, est-ce que, au fond, on ne pourrait pas, je ne sais pas, en assemblée générale, dire, ben voilà, on vole les banques, etc. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, sans que ce soit contraignant pour qui que ce soit. Ben voilà, évidemment. On peut imaginer que certains n'aient pas envie d'être photographiés par la police à ce moment-là, parce qu'on dirait si le lendemain il y a un casse dans le quartier, hein, il suffit de savoir qui a levé le doigt à ce moment-là, on comprend bien. Hein. Mais quelque part, sur le plan au moins théorique, de pas dire ben c'est toi ou toi qui va aller effectivement rançonner telle ou telle banque, on est bien d'accord. Mais sur le plan théorique, se mettre d'accord que voilà, remettons les choses en place. Est-ce que c'est nous les profiteurs? Est-ce que c'est eux les profiteurs? Est-ce que qui nous vole? Alors est-ce que finalement, ben c'est pas du donnant-donnant ou du volé-volé? Enfin, peu importe. Hein, et on remet les choses en place. Et voilà, et avoir peut-être exposé ton argumentation. Et ce serait intéressant de se dire, ben voilà. On se fait rançonner habituellement, ben changeons de point de vue, et maintenant, voilà, maintenant ça n'a rien de contraignant, puisque de toute façon ces assemblées, mais bon, au moins ça permettrait de repenser le monde. Je ne sais pas, peut-être tu l'as fait, je ne sais pas, lors d'une de ces assemblées, mais ça vaut la peine de le faire, pourquoi pas? Moi, je veux juste finir là-dessus. Moi, quitte à ce que tu mettes un masque ce jour-là, c'est pas un problème. On en arrivera à, voilà, pour moi, 300 personnes. Ça s'est fait dans les mouvements autonomes en Italie, ça s'est fait à plein de moments et c'était des mouvements très chouettes. C'est-à-dire qu'à un moment, des simples citoyens, comme certaines personnes se définissent, pas moi, vont à un moment décider que ras-le-bol et vont à 150 aller piller un supermarché et vont aller nourrir tout un quartier. Et ça, moi, je trouve ça absolument génial. Et c'est pas une incitation à l'émeute, c'est juste, c'est pas une proposition concrète. Mais pour moi, la vraie solidarité d'un quartier et d'un peuple, elle se situera à ce moment-là, au moment où même les gens qui ont à bouffer iront se dire jusqu'à où est-ce qu'on est prêt pour arrêter de supporter cette injustice-là sociale et à prendre tous les mêmes risques. Donc nous sommes en direct, donc je demanderai aux participants d'écouter Clara. Pour reprendre ce que Medea avait dit, elle avait proposé l'action de voler à les supermarchés et donner la nourriture dans la jambe des quartiers. Ok, mais il faut savoir où on est. Où on est dans l'Europe où tout le monde est nourri. Alors peut-être ils vont nous jeter la banane à la tête parce qu'ils n'ont pas besoin. La question c'est ça, les choses qu'on fait et la logique de ça qu'on fait. Et savoir où on se trouve. Je crois que la chose importante, c'est pas voler. C'est pas voler. Je dis voler pour les auditeurs. Voler, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. C'est dénoncer à ceux qui nous volent à nous. Alors, la chose qu'il faut, c'est mettre les vrais voleurs dans la prison. Ah ouais. On n'est pas d'accord. Une action qu'on a fait à l'Espagne que je crois c'est très intéressant, c'est aller à la banque al Centro Santander Hispano, que ça fait aussi à Liège, lire un manifeste pour dénoncer la crise financière qu'ils nous ont mis dedans et dire voting à la cárcel. Il faut mettre les banquiers en prison. Il faut prendre le système et les mettre à notre service. Donc de nouveau, on est un petit peu dans la question du contenant et du contenu. Toi, tu gardes le contenant, tu veux changer le contenu. Tandis que Medea veut changer non seulement le contenu, mais veut changer le contenant, puisque elle propose un nouvel art de vivre, seul ou en commun, peu importe. Tandis que toi, tu restes dans un cadre légaliste, au fond. Si je comprends bien, j'essaie de résumer ce que tu dis. Donc tu es quelqu'un de très moral, et cela t'honore d'ailleurs. Hein. Médée sans doute aussi, sauf qu'elle a quand même tué ses 2 enfants, donc elle le revendique. Hein. Voilà. Enfin, ici, on a deux héros de films de Pasolini, hein, puisqu'on a Édipe et Médée. Je ne sais pas si vous avez vu les 2 films, mais c'est assez. Moi, j'ai vu la tragédie, les deux. Ah oui, il y a la tragédie grecque. Bien entendu.
Médée, c'est Euripide d'ailleurs, et Édipe, il y en a deux de Sophocle. Dariopho a écrit une super version de Médée qui dit qu'elle tue ses enfants pour libérer, en fait, de se libérer de sa condition de femme, mère et juste mère, et récupérer sa position d'individu dans la société. Donc moi, c'est plutôt cette Médée-là que j'ai. Ah, cette Médée-là. Et Pierre, je voudrais t'entendre. Ah, moi, je bois du petit lait parce que au départ, j'étais venu uniquement ici comme chauffeur de ses camarades ou compagnons, ou tout ce qu'on veut. Voilà. Si on est anarchiste, ce sont des compagnons, exactement. Ce ne sont pas des camarades. Attention, moi, je ne suis pas anarchiste. Hein. Bon. Moi non plus. Donc, ici, ben finalement, moi, je suis vraiment très amusé et très enthousiaste de participer à ce débat parce que pour moi, tout ceci évoque mai 68, bien entendu. Hein, et l'historien que tu es, Jean-Michel, tu dois boire du petit lait aussi parce qu'on est en fait, on revit tout à fait la même histoire qui s'est passée dans les années 60 et 70. N'en dis pas trop parce que sinon je vois que Médée va... Elle voulait pas être dans l'histoire, elle voulait être dans le ici et maintenant. J'ai bien compris. Alors fermons la parenthèse. Sinon tu apparaîtras comme un poilu. Fermons la parenthèse, voilà, mais tout de non même, orienté vers le présent et pour l'avenir. ceux, je dirais à ce moment-là que pour ceux qui ont loupé mai 68 il y a 43 ans, déjà, ce qui ne nous rajeunit pas, c'est l'occasion ou jamais de se rattraper et de prendre c'est un examen de passage, train. En fait, pour toi. C'est un examen de passage. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une occasion fantastique d'apprendre ce qui s'est passé à l'époque, de voir comment ça a été récupéré d'une manière magistrale par le capitalisme dans les années 90, 80, 90. Mais ici, il y a quelque chose qui se remet en route de nouveau, grâce d'ailleurs, je crois que c'est pas du tout un hasard, parce que ce sont évidemment les nouveaux moyens technologiques des réseaux sociaux sur Internet qui permettent tout ce qui se passe depuis toute l'Afrique du Nord jusque maintenant. Petit à petit, ça commence à faire tache d'huile. À monter vers le pôle Nord. Donc, et moi je pense que je n'avais absolument rien préparé en venant ici, mais c'est quand tu parles qu'il s'agit donc d'une remise en question de la société, je dis ben oui, effectivement, c'est vraiment bien de ça qu'il s'agit, mais par tout le monde. Donc évidemment, on retrouve en quantité, enfin et en fréquence, tous les petits groupes de toutes sortes qui, jusqu'à présent, ont difficile à s'exprimer, à être présents, à, je dirais, faire tache d'huile aussi, et donc qui tournent autour comme un gâteau formidable, je veux dire, autour de nos assemblées. Alors, on nous demande régulièrement, encore Faites hier, attention qu'ils ne vous mangent pas quand même. Oui, effectivement, mais c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment un problème très cuisant actuellement. C'est le cas de dire. On nous demande, mais en fait, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Quel changement proposez-vous? Et pour moi, c'est pas du tout compliqué parce que on ne propose rien quelque chose qui est vraiment de l'autre monde, qui est tout nouveau, etc. Puisque je dis moi, c'est une nouvelle chance qui se présente actuellement, mais qui a déjà existé avant. Hein, et ce que nous proposons, en fait, c'est de repromouvoir le principe de l'assemblée. Ça, effectivement, c'est ce que nous proposons. Hein. L'assemblée, qu'on l'appelle assemblée du peuple, assemblée populaire, assemblée de citoyens, assemblée de tous, par tous, pour tous, mais c'est l'assemblée sur les places publiques. Ça, je crois que c'est vraiment la spécificité du mouvement espagnol, c'est occuper les places publiques, l'assemblée permanente sur les places publiques. Et c'est cela qu'on propose essentiellement. D'où découlera, on ne sait pas quoi. On ne sait pas vous dire quoi, parce que on n'est pas tout le monde, on ne représente personne, chacun représente lui-même. Donc moi ici, quand je parle, je vous dis uniquement mon impression tout à fait subjective de ce que j'ai vécu depuis une dizaine de jours. Je voudrais peut-être intervenir, mais tu reprends évidemment le fil après, ou un autre fil, hein, puisque on est ici à Radio Air Libre, bien entendu. Tu as évoqué tout à l'heure la récupération d'événements d'il y a 40 ans, hein, par le capitalisme, entre autres. Oui.
est-ce que vous ne pensez pas que pour l'instant, ce qui est en train de se produire place Marie-Janson, rebaptisée place de la Révolution, n'arrange pas quelque part les autorités, quelles qu'elles soient, parce qu'ils se disent, mais finalement, ils sont centrés à un endroit, c'est bien localisé, hein. Donc, tant qu'ils restent dans le périmètre qu'ils ont eux-mêmes choisi, donc ils sont eux-mêmes enfermés, entre guillemets, j'essaie de me mettre à la place de ceux qui regardent, hein, je ne parle pas de ceux qui sont dedans. Hein. Finalement, ils ont créé leurs propres cellules, en utilisant un terme biologique, si vous voulez, ils sont dans leurs cellules. Hein, et finalement, ça nous arrange, ils sont bien gentils, ils ne sont pas en train de dépaver d'ailleurs, si j'ai bien compris, ou très peu, mais enfin on n'est pas en train de dépaver toute la place de la Révolution. Jusqu'à présent, les commerces voisins s'en portent pas plus mal, il y a des gens de l'Assemblée qui vont acheter des boissons à proximité, donc ils font fonctionner... Pas beaucoup. Pas beaucoup tant mieux. Pas de beaucoup Tant de mieux, parce que sinon ils font fonctionner finalement le système, la consommation. Ah, donc tout marche. Est-ce que la capacité de neutraliser finalement tout mouvement de contestation et de le récupérer d'une manière ou d'une autre, s'y passe des choses plus comment dirais-je, plus excitantes aux yeux des médias parce que spectaculaires, est-ce que finalement ça ne va pas ranger finalement le système berlusconien, le système tout ce que vous voulez, et que finalement on aimerait bien qu'il y ait des événements là, ça arrangerait bien le système. Je dis, est-ce que quelque part vous ne participez pas, vous ne créez pas votre propre spectacle? Est-ce que vous n'êtes pas toujours dans la marchandisation et spectacularisation du monde? Je me pose la question, oui. Mais vous l'organisez vous-même. Je dis vous, attendons-nous, hein, j'ai participé à l'Assemblée, même si, voilà, comme pas de manière aussi active que vous, bien entendu, j'ai pas pris la parole et j'y suis pas resté très longtemps. Mais est-ce que quelque part nous ne nous mettons pas en scène, finalement, et en croyant rompre avec le système, finalement, on est les révélateurs du système. Je me pose la question. Alors j'aimerais bien avoir l'avis de certains d'entre vous. Et finalement, ça arrange bien tout le monde, finalement. Hein, ces assemblées qui sont bien gentilles, ils sont pas méchants, finalement, ces gens-là. Ils sont hyper polis. Ils sont démocrates, ils votent et tout, ils sont en plein dans le système. Ils ne menacent pas du tout le système. Je te passerai la parole, mais je vois que Clara veut réagir à cela. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est parce que j'ai vu que tu levais le doigt, bien poliment comme à l'école. On est bien poli. Mais si Pierre veut poursuivre ou Édipe, il n'y a pas de problème, hein. En fait, je poursuis. Voilà, oui. La question se pose bien posée. Évidemment, si on reste là, ça ne change rien. Évidemment. Être là, c'est inutile. C'est inutile pour se rencontrer au bon moment. La première chose, c'était avant de faire une action révolutionnaire, il faut en parler avant. Donc c'est un lieu où on parle, on a la possibilité de parler avec d'autres personnes, avec les quartiers, pour construire la révolution. Eh bien, si après la révolution, si après, dans ce lieu, on décide pas de faire la révolution, tant pis, on n'a pas décidé. Mais c'est là que tout commence. Si de là, on peut décider, c'est là, mais c'est dans ces places qu'on a occupées que partira l'occupation d'autres places. Eh bien, vous avez utilisé une métaphore d'une cellule. Nous, on est une cellule. Si d'autres cellules naissent, ils se mettent ensemble, ils deviennent un corps unique. Ce corps se move, sort de sa individualité cellulaire et devient une autre chose collective. Évidemment, il ne faut pas rester enfermé dans une place. Ça, c'est une première étape qui ne peut pas déboucher. Il peut être écrasé dans un piéton qui passe, dans la police qui, dans pas trop longtemps, viendra. Si on dérange, on commence à devenir quelque chose de plus important, viendra et nous chassera. Ça dépend de la solidarité qu'on reçoit du quartier. Ça dépend combien de gens viendront à nous sauver quand la police le matin à 7 heures viendra à nous chasser. Comme à Barcelone. À Barcelone, il n'était pas beaucoup quand elle est venue la police. On a vu 400 peut-être qui dormaient là au moment. Mais bien, quand il est arrivé à la police, toute la société civile est descendue en place pour aider qui campait là. Parce que là, les gens vivent la révolution. Tout moment, tous les jours. Et donc,
Là, on est peu. Des fois, on est 50, des fois, on est 10, des fois, on est 200. On ne sait pas. Ça fait 2 jours qu'on est là. Peut-être que ça va changer, peut-être pas. On est là, on verra. Je me posais la question en t'entendant, parce que quand tu dis « ils vivent la révolution », moi je crois qu'ils parlent, pas de la révolution, ils parlent la révolution, mais je me demande s'ils la font. C'est ça la question, parce que la vivre, je crois qu'ils la vivent, mais ça c'est un phénomène personnel ou même collectif, mais est-ce qu'ils la font? Parce que tout à l'heure je parlais à Pierre, je crois que c'était hors micro, de l'épisode que j'ai pu voir au début de l'Assemblée. Je crois que c'était un Français, d'après en tout cas les événements auxquels il faisait, qu'il évoquait, et qui s'est vraiment fâché en disant, voilà, lui j'avais l'impression que c'était pas seulement parler la révolution, c'est qu'il était prêt à la faire. Et puis bon, il se fait que c'est un problème de micro qui a fait que finalement, il est parti. Mais quelque part, est-ce que la révolution, parler c'est très bien, mais est-ce que finalement la parole en libérant n'est pas une sorte de catharsis qui fait que en se libérant, on a résolu son problème intérieur et du coup on ne la fait plus la révolution. Tandis que tu vois, j'essaie de montrer que quelque part, ça arrange les autorités, que les gens se libèrent, qu'ils aient cette sorte de psychothérapie collective. Comme ça, ils se soignent eux-mêmes par rapport au système, je dis bien. Et que quelque part, voilà. Alors Clara, tu termines Edip, et puis il y a Clara qui veut s'exprimer. Je crois par rapport au raconte qui vient de Barcelone, moi je dis, la révolution, au début, un premier cas, il doit être vécu. Après, si la révolution est faite, après on verra si la révolution a été faite. Mais maintenant, on la vit. Après, si elle était faite, elle est faite. Bon, évidemment, autre parenthèse, il y a un bouquin qui c'est l'histoire des mouvements zapatistes du subcommandant Marcos qui s'appelle Le feu et la parole. Les deux vont ensemble. Le feu, c'est la révolution avec les armes. La parole, c'est la révolution avec les mots. Alors Clara, tu veux rebondir là-dessus ou sur autre chose? La question, c'est ajouter à le maximum possible de monde là, et qui vraiment représente les différents secteurs de la société. Ça veut dire les copains illégaux, les chômeurs, les gens travailleurs des différents niveaux sociaux, ajouter à tout le monde, que tout le monde s'implique, que le monde du quartier s'implique. On est dans un quartier ouvrier parce qu'on veut travailler avec l'argent de la rue. Et voilà, c'est ça, c'est l'affaire. C'est pas on parle. Non, c'est l'affaire. Et ça, c'est un travail à nous. Et si vous voulez s'impliquer, ok, on est là. Oui, c'est ça, c'est vraiment le faire la révolution, mais c'est là que ça se passe. Tu évoquais tout à l'heure dans quelle mesure ça peut être une récupération de... C'est toujours sous forme interrogatif, tout ce que je pose. Je ne dis pas que c'est mon point de vue. Je dis, est-ce que les autorités, etc., c'est toujours des questions que je pose. Il ne faut pas prendre toutes mes questions pour mon avis. Moi, je suis là pour... Donc, je ne voudrais pas être tué à la fin de cet entretien, parce que mon souhait était de... Mais j'avais bien compris dans ce sens-là, mais maximum de réactions. Très bien. Voilà. Donc, tu évoquais, ou tu faisais l'avocat du diable, dirions-nous. Oui. Je suis parfois le diable, d'ailleurs. Voilà, je crois bien. Dans quelle mesure ce qui se passe actuellement ne peut pas être récupéré ou n'est pas déjà récupéré quelque part par ce système extrêmement polymorphe, tentaculaire, etc. Et moi je dirais, oui, certainement qu'il l'est déjà, puisque nous utilisons les médias, entre autres, pas seulement les médias alternatifs, mais les médias traditionnels, aussi traditionnels que RTL, par exemple, qui a déjà fait plusieurs petites interventions nous concernant, et puis les commerces du coin, etc. Tout ça, bien sûr, heureusement qu'il y a d'ailleurs un Mr Cash pour sortir du fric à 100 mètres de là, parce que ça facilite beaucoup de choses, etc., etc. Sans faire de casse. Sans faire de casse. Donc, c'est un clin d'œil à m'aider, là. Voilà. Mais je me dis, pour un certain nombre de choses, pourquoi pas? Je veux dire, moi personnellement, tout en participant activement dans cet événement,
Je n'ai absolument rien contre, moi, au niveau système, je n'ai absolument rien contre les petits commerçants. Je n'ai absolument rien contre le fait que je puisse aller chercher de l'argent, le sortir d'un mur. L'argent qui sort d'un mur, c'est quand même bien pratique, hein, bon, etc., etc. Maintenant, ce qui se met en place, ce que nous faisons, ce que nous proposons, c'est-à-dire ce système d'assemblée permanente sur les places publiques, ça, c'est tout de même quelque chose qui ne se fait pas actuellement nulle part. Les places publiques, il y a encore pas si longtemps que ça, et dans tous les pays sous dictature, etc., les réunions sur les places publiques sont évidemment interdites. Donc, je crois que il y a là quand même un phénomène assez nouveau, tout en étant d'une simplicité extraordinaire, mais qui est mis en œuvre et que nous essayons. Et on ne sait pas du tout ni comment l'organiser, ni comment le faire, parce que c'est quelque chose de tout à fait spontané. Donc ça crée des tas de problèmes. Ça fait maintenant une dizaine de jours ici à Bruxelles, qu'on l'expérimente. Ah, ce serait bien. En fait, tu m'as dit que ça avait commencé... le vendredi 20. Et c'était... donc devant le Conseil d'État. Oui, devant le Conseil d'État. Institution pro-citoyenne, s'il en est. Oui. Dans le petit parc devant le et la migration s'explique comment? À moins que ce soit... C'est un choix d'assemblée, voilà. C'est une votation. Votation, oui, c'est ça. Vote ou pas, mais peu importe, ça s'est décidé en assemblée. Par rapport au système, c'est vraiment des métastases alors qui sont en train de... Voilà, si on veut, en tout cas, c'est mouvant. Oui. Et je voudrais réenchaîner sur cette histoire de à la fois récupération et aussi reconquête de l'espace. On est presque d'accord pour une fois sur le fait que ce qui se passe ici, à savoir la prise de l'espace public, moi je défends pas du tout cette forme en assemblée générale. Je trouve, enfin, quand je veux parler de reconquête des esprits et des corps, c'est parce que pour moi, depuis notre naissance, l'éducation qu'on reçoit va complètement à l'encontre de ça et fait de nous des êtres absolument handicapés, incapables de nous exprimer et d'avoir conscience de nos propres forces. Donc pour moi, une assemblée à 300 personnes, ça peut pas être un outil de discussion, c'est forcément un outil de proposition et peut-être de décision et encore, mais c'est pas une discussion. Parce qu'à 300, on discute pas, en fait. Donc pour moi, ce qui se joue là, c'est les moments de rencontre entre nous informels et où finalement, on va pouvoir échanger. Mais cette récupération-là, pour moi, elle est déjà là. Je veux dire, quand on se réveille ce matin et que les voisins arrivent en faisant « Salut les indignés !» Et, enfin, je veux dire, on fait déjà partie du décor. C'est triste à dire, mais si là, très vite, il se passe pas quelque chose, oui, on aura encore une fois... C'est sympa. On est sur une place, on boit du thé, on achète des bières et puis on parle un peu de blablabla. Et puis c'est chouette. Moi, je dis pas que c'est pas chouette de faire ensemble des ateliers pour les enfants. Je veux dire, moi, j'adore ça. C'est mon boulot, quoi. Il n'empêche qu'à un moment, c'est pour ça que pour moi, si ce mouvement-là, il décide pas un moment, qu'est-ce que c'est de vraiment remettre les choses en question et de provoquer un séisme, eh ben, on aura bu du thé sur une place. C'est en soi une victoire, mais une toute petite victoire. Et pour moi, c'est loin d'être suffisant, quoi. Donc oui, on est récupéré, on l'est déjà, mais c'est pas un état de fait. Dire la quête et la reconquête de l'inutile, pour moi, c'est super important. On n'est pas, justement, on veut pas que notre temps soit marchandisé, on veut pas être des marchandises. Ben alors prendre le temps à un moment de se rencontrer et de dire voilà, aujourd'hui, moi j'ai discuté pendant 2 heures avec des gens que je connaissais pas du tout sur on en est arrivé à pourquoi est-ce qu'un référendum ça sert à rien du tout. Alors que c'était des gens qui, à la base, ils défendaient complètement ce truc de « il faut faire un référendum ». Au bout de 2 heures de discussion, on a réussi à tomber d'accord. Et je trouve ça assez génial de se dire « bah voilà, ça c'est un truc qui ne peut jamais arriver dans la vie ». Pourquoi ? Parce qu'on doit travailler, parce qu'on doit nourrir, parce qu'on doit payer des loyers, parce qu'on a fait des enfants, parce qu'on doit des choses à une société. Et la liberté là-dedans que nous on peut développer, elle n'existe pas. Donc c'est ça. C'est pas proposé non plus. Mais pour moi, proposer, moi j'ai l'impression de rien proposer du tout. Non, mais l'événement là, la spécificité de l'événement qu'on vit, ce n'est pas proposé en général. Mais moi j'ai pas l'impression de proposer quelque chose. J'ai l'impression de m'asseoir sur une place et d'arriver avec mon énergie, mon ouverture. Voilà. Et de rien proposer d'autre que d'être moi. Attends, un à la fois. Donc Clara maintenant. On peut pas parler à 2, hein, sinon c'est inaudible. Je l'ai marre. Ce que je vais essayer d'entendre à la gens qui nous entendent maintenant dans les assemblées populaires. On s'avait entendu beaucoup. Pendant beaucoup de jours, on va continuer à s'entendre. Alors, je vous invite à participer à l'assemblée populaire qui se font chaque mardi et chaque jeudi dans la place de Moscou à 7h. Oui. Et voilà, les Belges
tout le monde, les Belges, les Latino-Américains, Il faut tous qui habitent ici. Il faut peut-être préciser quand même, pour qu'on ait du monde, parce qu'il y en a certains qui connaissent effectivement ce surnom de place de Moscou, mais comme ça ne se trouvera pas dans nulle part, il faut savoir que c'est donc au croisement de la rue Hôtel des Monnaies et de la place de la Victoire, parce que la rue de Moscou, elle part de là, mais c'est une petite rue où il y a des petits restaurants. Donc officiellement, si vous cherchez sur une carte, ou avec votre GPS pour ceux qui en ont, vous devez chercher donc place Marie Janson, et sur place, vous ne verrez pas de plaque Marie Janson, parce que je ne crois pas avoir vu de plaque, donc j'espère que d'ici demain, il y aura des panneaux place de la Révolution, ou d'autres noms qui fleuriront. Pourquoi une place ne pourrait-elle pas porter 4 ou 5 noms différents, suivant le côté par lequel on aborde cette place? Voilà. Mais donc, il faut chercher donc à place Marie Janson. Mardi et jeudi. Voilà, mardi, jeudi, donc, à partir de quelle heure? Tu peux répéter, Clara? 18h. À partir de 18h jusqu'à la nuit, on ne sait pas, c'est ça, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, Donc ça veut dire que maintenant, l'assemblée a toujours lieu et qu'il est toujours temps pour nos auditeurs d'aller la rejoindre. Oui, on est bien d'accord? Voilà. Et donc, je vais proposer, si vous en êtes d'accord, de terminer ici notre émission. Sauf si... je crois que Edip... Le seul message que j'ai reçu... Voilà. Je voulais lire un message qu'on a reçu par un citoyen solidaire, nous qui est venu participer à l'assemblée, nous a envoyé une carte. Reste ici encore 2 minutes, c'est Clara. un message de Ralph Waldo Emerson qui dit « N'allez pas où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Merci. Alors, je vais terminer comme à l'habitude, c'est-à-dire depuis 3 ans, mon émission par les mots que tous les auditeurs connaissent. Le monde est plongé dans les ténèbres. Dans la nuit, les chats noirs hantent la ville. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière